d'esprit depuis la fin de cet examen. Préparé à l'approche par compétences, les candidats ont été interrogés en géographie et en ECM suivant la pédagogie par objectif. C'est le grand débat du soir. Mais avant, nous parlons de sport. Les performances des handballeuses à la CAN 2021 jouées au Cameroun remettent au goût du jour la problématique de la suprématie du football sur les autres disciplines sportives. Vraie ou fausse impression? Nos invités en parlent tout de suite. Sur le plateau, avec moi, M. Dieudonné Bernard Mbarga, qui est inspecteur des services numéro 2 au ministère des Sports et de l'Éducation physique et chef du secrétariat technique à la direction du tournoi Cannes 2021. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucas Mbenga, je suis extrêmement heureux d'être avec vous. Bonsoir à Mme Edith Virginie Bock. Ça fait un certain temps que je n'ai pas mis mes pieds sur ce plateau. Je suis très heureux d'être à la CRTV et j'espère que nous allons éclairer les téléspectateurs qui s'impatientent d'avoir des réponses sur votre problématique. On l'espère. Edith Virginie Bock, journaliste à la CRTV, mais précisément à CRTV Sport and Entertainment et par ailleurs ancienne internationale de volleyball. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, j'adresse également mon bonsoir à Dieudonné Mbarga que j'ai le plaisir de revoir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau et de pouvoir éclairer l'opinion publique, si jamais on pourra le faire aujourd'hui, surtout sur les questions de handball. Je dis déjà félicitations à ces handballeuses. Alors justement, vous dites félicitations à ces handballeuses. C'est une performance à saluer, ce qu'elles ont fait vendredi dernier, même si elles n'ont pas gagné. Bon, je vais dire performance parce que elles sont arrivées en finale. Elles sont arrivées en finale et elles ont gagné 2 places au classement général, c'est bien. Elles honorent le Cameroun en se qualifiant pour une Coupe du Monde. C'était ça l'objectif. C'était d'abord l'objectif. Et puis les autres venaient après. Gagner la CAN, ça devait être la cerise sur le gâteau. Mais en même temps, hein, j'ai un petit sentiment mitigé quand je regarde un peu le score qui a sanctionné cette finale, 25 contre 15, je me dis, le Cameroun a été, je ne vais pas dire humilié, mais a été véritablement renvoyé à ses chères études par rapport à une équipe angolaise qui a séduit tout le public. Alors, Dieudonné Mbarga, une performance saluée malgré les petits loupés, malgré le score, on va le dire ainsi, ce n'était pas une déculottée. Alors, Dieudonné Bernard Mbarga, la récompense, l'État a-t-elle été à la hauteur de cette performance? Prime de match, prime olympique, prime de podium confondue. Je voudrais d'abord saluer la performance des filles. Aussi également, je pense que les filles ont été magnifiques, elles ont été performantes. Elles ont effectivement gagné 2 places par rapport à Brazzaville. J'étais le chef de délégation de cette équipe il y a 4 ans avec le président sénateur Mvaïbeme. Elles étaient 4e. On avait sur le podium en ce moment-là l'Angola toujours, en 2e position le Sénégal et la RDC Congo. Donc effectivement on a gagné 2 places. Elles ont été valeureuses sur le terrain. Le fighting spirit, on a pu le voir en demi-finale contre le Congo, qui a été un adversaire extrêmement difficile. Donc, de manière générale, la performance est à saluer. À la fin. La performance est à saluer. L'équipe s'est renouvelée avec de nouvelles joueuses qui ont été assez percutantes pour apporter justement la performance qu'il fallait. Je crois que nous sommes assez fiers d'elle, il faut le dire. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a d'ailleurs transmis tout de suite ses félicitations à cette équipe pour dire que le plus bel avenir leur est promis. Déjà la qualification pour la Coupe du Monde de handball en Espagne, en décembre, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut aussi saluer le comité d'organisation local. Oui, mais venons à la question que je voudrais que vous répondiez à la question que je vous ai posée, M. Dieudonné Mbarga. La maîtrise qu'on connaît à l'expertise camerounaise. Maintenant, pour ce qui est du volet prise en charge, l'État camerounais a mis des gros moyens financiers. Je crois que c'est la première fois qu'une équipe de handball et une compétition de cette nature soit financée à ce niveau. Toutes les primes ont été payées, même les manques à gagner. Dimanche soir, immédiatement après la place de podium de vice-champion d'Afrique, toutes les filles ont été payées et l'ambiance était bonne à l'issue de cette récompense. Est-ce qu'on peut avoir les montants? Elles ont été payées à partir de quand? Dès la première semaine de la compétition? Elles ont été payées. Et pendant le stage, elles ont été payées reçu la prime? À l'issue de la compétition entièrement. À chaque tour de passage, premier match gagné, payé, deuxième match gagné, payé. Quels étaient les montants? Les montants, allez vous adresser aux filles. Est-ce que ça atteint les 35 millions, les 50 millions reversés aux Lions indomptables? Vous imaginez bien que l'État met à la disposition des compétitions sportives les moyens dont on dispose, mais en plus, il faut bien tenir compte du fait que le handball n'a jamais autant d'argent
en termes de récompense, en termes de moyens mis. Vous comparez avec le football, cette comparaison n'est pas idoine, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Tout simplement parce que le football a une particularité, c'est que d'abord, quand vous prenez l'équipe nationale de football, notamment l'équipe senior, c'est une équipe de professionnels. Alors, ils ont des salaires importants. Si vous voulez qu'on revienne dessus, vous avez été team press, je crois, dans cette équipe. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, les montants sont indexés également. Ce n'est pas le team press qui détermine les salaires. Oui, non, c'est pour vous dire que vous connaissez les mécanismes qui existent. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, pour ce qui est de la partie prise en charge, l'État a fait sa part, toute sa part. J'ajouterais d'ailleurs, pour être complet, que ces filles ont eu 115 jours de stage bloqués. D'ailleurs, le président de la Fédération a décidé de remercier le ministre des Sports pour avoir mis ce cadre-là qui leur a permis, avec un encadrement technique brésilien à l'appui, d'avoir cette performance. J'ajouterais même d'ailleurs qu'on connaît bien l'encadrement technique. Paolo Pan et son équipe sont venus aider l'équipe du Cameroun à avoir la performance que nous avons vue dimanche dernier. Alors, vous avez bien fait de nous servir la louche en nous parlant des Lions indomptables, des Lions indomptables de football. Oui, alors, Edith, Virginie, vous qui êtes une ancienne internationale de volleyball, vous avez le sentiment, vous l'avez dit, que les autres disciplines sont un peu les mal-aimés du mouvement sportif au Cameroun. Je vais d'abord revenir sur quelques aspects qu'il a soulevés dans son déroulé tout à l'heure. Parler de 75 jours de stage pour une équipe nationale qui a un objectif comme celui qu'on connaît, c'est-à-dire se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde et puis le défi de gagner la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. 75 jours de stage, ça ne représente absolument rien. Pourquoi? Je vais le dire tout simplement parce que quand on prend une équipe nationale à partir de la préparation physique générale jusqu'à la préparation spécifique qui va à la compétition, c'est trop peu. Il faut vraiment, combien de temps? Vous êtes une internationale de volley, vous savez de quoi il s'agit, alors dites-nous. Bon, je ne suis pas technicienne pour le dire, mais je le dis compte tenu de ce que moi j'ai vécu comme étant en tant que joueuse. Quand vous prenez 3-4 semaines pour préparer le corps à répondre à des sollicitations, après vous avez un mois pour essayer de vous ajuster par rapport à la tactique, à la technique, tout ça, je pense que c'est petit. Et encore que cette équipe nationale du Cameroun est quelque peu divisée, il y a des filles qui sont ici au pays, et il y en a qui sont à l'extérieur. Le temps de les avoir ensemble, de huiler les mécanismes, de faire tout ce qu'on peut attendre d'une équipe nationale capable de répondre aux sollicitations, 75 jours, c'est petit. On a salué le fait que ce soit parce que c'était une première. Ce n'est pas arrivé tous les jours, mais en même temps, j'estime qu'il y a encore qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux pour amener ces filles à la performance qu'on veut. Maintenant, il y a un autre aspect pour dire les Lions indomptables. C'est une équipe professionnelle, je veux bien. Mais les handballeuses également, il y en a qui sont professionnels. Vous ne pouvez pas mettre toutes ces professionnels de côté pour dire tout simplement que, écoutez, là-bas c'est professionnel, ici ce n'est pas professionnel, c'est pourquoi on va les traiter de deux façons. Je refuse cette façon de faire. Moi, je refuse. Non, permettez qu'elle... Oui, permettez... Non, monsieur Denis Barga, permettez qu'elle finisse, je vous en prie. Maintenant, pour revenir à votre question, j'ai été volleyeuse. Et je reconnais que le traitement n'a jamais été pareil entre les Lions indomptables, le football et les sélections nationales que sont le volleyball, le handball, le basketball, ça n'a jamais été pareil. Et ça, je vais pas, vous le savez pertinemment, monsieur Mbarga, ça n'a jamais été pareil. Donc, il y a des traitements qui ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas prendre une équipe des Lions indomptables du Cameroun qui doit s'entraîner au stade Omnisport de Yaoundé et puis on vient dire, par exemple, que non, on va décaler l'entraînement au stade malien d'Onkolewi. Non. Mais pour ce qui est du stage des Lions de handball, il y a eu quelques désagréments dans ce sens. Elles sont parties un jour pour aller s'entraîner au lycée Leclerc, et vous connaissez les conditions du lycée Leclerc. Elles sont parties un jour s'entraîner au Palais des Sports de Yaoundé, il y avait coupure de courant. C'est des choses qui propres à perturber une préparation. Donc je dis, c'est jamais pareil. Chez les Lions indomptables, ça n'arrive presque pas. Bon, non, je vais répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je suis technicien du sport. C'est mon métier à la base. Donc, quand vous dites que 75 jours de stage bloqués, parce qu'il y a plusieurs types de préparation, permanente et préparatoire bloquée. En 2 mois et demi, il est suffisant, quand vous avez en plus à regrouper les joueuses, comme vous avez si bien dit, qui jouent à l'étranger, c'est qu'il n'est pas toujours facile. Il y a eu des phases de préparation, 3 grandes phases. C'est des regroupements ponctuels et
ont libéré les filles pour revenir s'entraîner. Donc, ce temps a été utile. Les techniciens On n'a jamais dit qu'il n'a pas été utile. S'il vous plaît. Allez-y. Le technicien lui-même, M. Guébogo, a reconnu que cette préparation a permis à l'équipe d'être au haut niveau. Toutes les phases que vous indiquez ont été effectivement respectées et l'équipe a été, on l'a vu sur le terrain, performante. Donc, le résultat de ce stage, c'est vu sur le terrain. Donc, les observations que vous faites sur un stage qui aurait pu durer 6 mois, attention à la longueur du stage. On s'épuise psychologiquement plus rapidement et l'effet inverse, c'est que quand on arrive en compétition, on n'a plus rien à donner. Donc, nous, les techniciens, nous savons très bien de quoi nous parlons. Ça a été fait en collaboration avec la Fédération camerounaise de handball, ce stage qui a été bloqué. Le président de la Fédération a travaillé, le conseil avec les services techniques du ministère pour arrêter cette période de stage. Maintenant, pour revenir au traitement, je suis très intéressé par votre analyse. Je suis bien placé pour en parler, pour vous dire qu'il n'y a jamais eu une aussi grande évolution dans la prise en charge des équipes nationales. On n'a pas parlé, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'évolution, dans les sports en général, je général, regrette. dans tous les sports, volleyball, handball, basketball. Nous savons très bien ce qui se passe. On n'a pas dit qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais on a dit tout simplement que le traitement n'est pas le même jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Je vous réponds d'abord sur l'évolution des choses. Il y a des années, moi j'ai discuté avec des présidents de clubs qui ont été handballeuses, qui m'ont dit, monsieur le directeur, nous saluons l'effort que l'État camerounais fait en termes infrastructurels. Quand nous jouions, nous, à notre époque, c'était sur le goudron. La prise en charge a beaucoup évolué. La prise en charge, Monsieur Dieudonné Mbarga, les primes de participation et les primes de podium, systématiquement. Toute équipe qui a... Monsieur Dieudonné Mbarga, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il n'y en a pas que pour le foot. Que toutes les disciplines sont traitées de la même manière, c'est ce que vous voulez nous dire? Les disciplines sportives ont des développements différents. Vous avez des disciplines sportives qui sont de type statut de sport de haut niveau. Elles sont une dizaine, on les a identifiées. D'accord? Maintenant, la prise en charge n'est pas identique. Elle entre dans ce volet-là, mais elle n'est pas au niveau du palmarès sportif du football, par exemple. Le football, c'est 20 participations à la Coupe du Monde. C'est 5 Coupes d'Afrique des Nations. Par rapport au palmarès, oui, la référence, c'est laquelle? Alors, je voudrais, Monsieur Dieudonné Mbarga, s'il vous plaît. Le handball a encore à progresser. Et nous aidons le handball à progresser. Le handball a 2 participations en Coupe du Monde. Le football en a combien? 7. 9. Monsieur Dieudonné Mbarga. 9. Monsieur Dieudonné Mbarga. 9. Monsieur Dieudonné Mbarga. Je voudrais qu'on s'arrête, si vous permettez. Si vous permettez. Je voudrais qu'on commence par les infrastructures. Vous nous avez dit tout à l'heure que les disciplines sont traitées de la même manière. Est-ce qu'au niveau des infrastructures, on peut dire aujourd'hui qu'il y a équité, pour ne pas parler d'égalité? On a le palais des sports, le palais polyvalent des sports qui a été inauguré en 2009. Plusieurs travaux des gymnases, dont un seul a été achevé à l'occasion de cette canne de handball. Maintenant, en ce qui concerne le football, on a 2 stades modernes qui ont été construits à Douala et à Yaoundé. Ultra-modernes, vous voulez dire? Pour une capacité de 90 000 places. D'autres stades ont été refaits à Yaoundé, Douala, Limbe, Boya, Bafoussam, ainsi de suite. Mais qu'en est-il des autres disciplines? Est-ce qu'on a suffisamment d'infrastructures pour les autres disciplines? Ne parlons pas seulement du hand, il y a d'autres disciplines sportives. Non, je suis heureux de cette question parce que quand vous prenez le paysage sportif camerounais, il a beaucoup évolué pour toutes les disciplines sportives. Pour toutes les disciplines sportives. Vous avez parlé du palais des sports qui a d'ailleurs permis les performances que nous avons. Nous avons accueilli en 2015 l'Afro-Basket et bien d'autres compétitions sportives parce que le palais des sports était arrivé. Et ce palais a permis le développement accru de ces disciplines sportives qui n'avaient pas d'infrastructure de cette nature pour les sports de main. Maintenant, vous dites les grandes infrastructures sportives ne sont dédiées qu'au football. Là encore, il faut être précise. Le stade de Fanda est un stade qui l'athlétisme, le cyclisme, le vélodrome. Vous avez également à Douala des piscines olympiques déjà qui permettent de faire la natation. Donc, ce paysage bénéficie également à toutes les structures et vous avez Olembe qui arrive. Olembe sera le centre névralgique des Jeux islamiques en 2025. On est en train de faire tout un complexe qui sera multiforme, multidimensionnel et qui pourra permettre d'accueillir le tennis, le lawn-tennis, le basket, le volleyball, le handball. On sera à l'émergence du sport. Sauf que pour le moment, on est concentré à remplir, à satisfaire l'essentiel pour la CAN 2021. La CAN 2021. Edith Virginie, vous avez écouté M. Dieudonné Mbarga. Est-ce que vous partagez cet avis quand vous pensez au boxe, par exemple, à la boxe, par exemple, avec le camp de l'unité, quand vous pensez aux joueurs, aux différents joueurs de tennis, par exemple, quand vous pensez au sambo, est-ce que vous êtes du même avis que monsieur? Je ne peux pas dire oui.
Je ne peux pas dire oui. Moi, je reste très envieuse quand il s'agit du football. Le football a presque tout. Commence à avoir presque tout. A presque tout. Commence, puisqu'il n'avait pas toutes ces infrastructures avant. Les autres disciplines, également, les sports de main, par exemple, n'ont que le palais des sports de Yaoundé. Et après le palais des sports de Yaoundé, on va prendre un Fandena qui arrive quand la CAN de handball vient à se jouer au Cameroun. Et au moment où le camp de l'unité est fermé aux boxeurs. Comment vous expliquez les performances des volleyeuses camerounaises? Permettez qu'elle... Championne d'Afrique en 2017. Le volleyball a-t-il évolué en Fandena? La question que je vous pose... Non, vous ne posez pas les questions, M. Dieudonné Mbarga. Vous ne posez pas les questions, oui. Le volleyball n'a jamais évolué en Fandena. Championne d'Afrique en 2017. Le volleyball, nous sommes sur la question des infrastructures. Au palais des sports, et ça, je viens de le dire. Edith Virginie, nous parlons d'infrastructures, oui. Oui. Sur la question des infrastructures de boxe, de tennis et des autres tennis de table est dehors à l'heure actuelle, alors qu'il y a un centre qui lui est dédié, mais qui a été occupé par je sais pas comment je peux le dire. Il doit avoir un matériel de sonorisation qui a été stocké dans cette salle dédiée au palais. Ça, c'est des questions. Ça, c'est vous abordez des sujets qui me surprennent, là. Vous serez surpris, mais c'est la vérité. Je vais répondre à cette question-là aussi. C'est fermé et les pongistes sont obligés d'aller s'entraîner au palais des sports dans la grande enceinte, moyennant une certaine somme. On paye pour jouer alors qu'il y a une salle qui est dédiée à cette discipline. C'est pas normal. Non, là, alors, les disciplines sportives sont-elles réellement traitées? Sont-elles réellement traitées de la même manière? Question posée à François Ngoumou, entraîneur, et puis Lawrence Kende, qui est journaliste. Et c'est un focus. Si vous pouvez reprendre. Je suis en train de lancer une rubrique. Alors, les disciplines sportives sont-elles réellement traitées de la même manière ou alors de manière discriminatoire? Question posée à François Ngoumou, entraîneur, et à Lawrence Kende. C'est un focus dans cette édition de Scène de Presse. Nous constatons encore, malheureusement, une disparité dans le traitement des différentes fédérations, dans leur accompagnement. Nous pouvons encore dire de manière péremptoire qu'il y a la Fédération camerounaise de football et le reste. Or, lorsque nous voyons le nombre de médailles gagnées aux Jeux olympiques, c'est avant tout les disciplines comme l'haltérophilie, la boxe et autres, l'athlétisme qui nous ont toujours fait briller au plus haut plan. Et je pense qu'il est impératif, voire nécessaire, indispensable, qu'il y ait une meilleure répartition de la part du gâteau en termes de soutien financier, mais également en termes d'accompagnement dans le sens général. Là où il y a de la foule, on retrouve des sponsors. Là où il y a de la foule, on retrouve les politiques. C'est pour ça que le football est beaucoup plus sponsorisé que les autres sports. Il faut aussi dire que chaque fédération est assez indépendante et si une fédération n'a pas un projet solide qui puisse amener beaucoup plus les adhérents et rendre ce sport populaire, le gouvernement ou l'État ne va pas pouvoir donner les mêmes moyens à cette fédération qu'à d'autres fédérations qui sont plus populaires. N'oublions pas que le football, beaucoup l'utilisent comme un moyen pour accéder à des positions politiques. Il y a certaines villes au Cameroun où pour être maire, il faut avoir la maîtrise du club de football local, ce qui n'est pas le cas avec d'autres disciplines sportives. Retour sur le plateau. Alors, Monsieur Dieudonné Mbarga, il y a des questions qui nous sont venues du public et je voudrais que vous y répondiez, si c'est possible, de manière concise. Voici ce que le public demande. Si toutes les disciplines se valent, comment comprendre que la requête de Vanessa Mbala n'ait pas abouti pour une athlète de son rang, elle qui est déjà qualifiée pour les JO? Si toutes les disciplines se valent, comment comprendre que la période de stage préparatoire varie selon les disciplines? Le Cameroun est 2 fois champion du monde de sambo. Ces athlètes ont reçu quelle récompense? En football, les matchs amicaux internationaux sont fréquents pour la préparation. C'est presque inexistant dans les autres disciplines. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, avant de répondre à votre question, je vais d'abord revenir sur le centre tennistique parce que
Edith Virginie Boka dit que ce centre touristique est occupé. Effectivement, de manière ponctuelle, il y a du matériel qui sert pour l'événementiel de la CAN, mais le centre touristique est dédié à la pratique du tennis de table. Et moi-même qui suis pratiquant de tennis de table, j'y vais souvent pratiquer le tennis de table. Je crois que ce problème sera réglé. Maintenant, pour revenir au financement des fédérations sportives. Les fédérations sportives, cette année, elles sont à peu près une bonne vingtaine qui ont bénéficié du financement de l'État pour participer aux compétitions internationales. 90 compétitions ont été éligibles au financement de l'État. Le sambo dont vous parlez, le bodybuilding, bien d'autres fédérations bénéficient du soutien permanent de l'État. C'est à peu près 10 milliards d'enveloppes qui est réparti pour à peu près des besoins de 20 milliards. Vous savez qu'ils sont à l'écoute, les sportifs. Je le dis, je dis bien, je précise bien, je répète, le bodybuilding a 2 compétitions. Je cite, le volleyball en aura 5 pour les différentes catégories avec 2 cannes auxquelles ils participeront. L'État met les moyens suffisamment. Ce discours que j'entends, qui serait porté par, je suppose, peut-être des gens qui sont inquiets ou bien qui veulent des précisions, doivent le savoir. Il y a des financements qui sont adressés aux fédérations chaque année et au Cameroun. Il y a une pérennité de la participation camerounaise au plus haut niveau. Il faut bien le dire. Malgré le Covid, on a bien plus de 50 disciplines sportives au Cameroun. Toutes ne sont pas de haut niveau, voilà. Madame Lucrèce. Il y a une dizaine de fédérations de sport de haut niveau qui font la performance, leur permettant de pouvoir participer au championnat d'Afrique, à la Coupe ou éventuellement à la Coupe du Monde. C'est le summum du sport de haut niveau. Toutes ne sont pas à ce niveau. Elles ont un niveau de développement qui sont différents. Il y en a qui doivent d'abord, le plan local, se développer, essayer d'organiser, de structurer. Elles ont un travail à faire également. Qu'elles le fassent. J'insiste là-dessus. Mais pour qu'elles le fassent, il faut qu'elles aient les moyens de le faire. L'État a 2 mécanismes pour agir. D'accord? Donc, je vais rassurer l'opinion publique. Je mets au défi quiconque de me prouver que l'État ne fait pas sa part, et bien sa part. En période de Covid, post-Covid, le Cameroun voyage, participe aux compétitions, et nous sommes une terre d'accueil. Rendez-vous compte qu'on aura la faux basket, on aura le handball, on aura la CAN bientôt. Donc, pour répondre à vos questions, je vais ramasser grosso modo des problèmes spécifiques de prix même payés ensemble. Adressez-vous à la fédération pour savoir ce qui s'est passé. Il peut y avoir des problèmes de lenteur administrative qui ne dépendent pas forcément du ministère des Sports, qui a mis toutes les dispositions pour que ce soit payé. Les éléments qui sont indiqués sur 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. La fédération doit être structurée. On doit avoir des responsables avec qui on peut collaborer, qui peuvent comprendre que quand on demande de faire un compte d'emploi, que le compte d'emploi, ça fait attendre. Il y a toutes ces républiques qu'il faut mettre en place. Des séminaires vont être extrêmement faits dans ce sens pour qu'on outille la ressource humaine. Ce n'est pas tout demander les financements. Il faut savoir à quoi ils sont utilisés et quel rendement on attend. Vous savez, l'État, maintenant, c'est la performance. Le règlement international du Cameroun n'a pas de prix. La performance. Lorsque les joueurs sont champions du monde de sambo, par exemple, champions du monde du sambo, il n'y a pas une fédération qui a eu plus de financement depuis 5 ans que le sambo. Et pourquoi continue-t-il de se plaindre? La fédération Cameroun de sambo a régulièrement plusieurs financements par an. Plusieurs financements par an. Je ne veux pas évoquer ce sujet parce que le président nous regarde. On ne va pas vous questionner sur les montants de ce financement. Je voudrais qu'on avance, si vous permettez. Je voudrais que nous parlions maintenant des financements, Edith Virginie Boka, financement des activités sportives et le traitement salarial. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous savez de ces 2 aspects-là? Je suis très mal placée déjà pour parler du financement des fédérations sportives ou même encore du traitement salarial. Moi, au moment où j'étais encore joueuse, on ne parlait pas beaucoup de primes ou d'argent. On était des joueuses qui jouaient pour le plaisir, qui prenaient du plaisir à jouer, à voyager. Ça ne veut pas dire que vous n'y aviez pas droit? Non, pas du tout. Mais bien au contraire, c'est-à-dire le langage argent ne faisait pas trop partie de notre quotidien. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose à la mode. Dès qu'on a participé à une compétition, on revient, on réclame son manque à gagner et tout, ce qui est un droit. Mais maintenant, comment est-ce qu'on les traite au sein des fédérations? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas beaucoup. Mais je pense quand même, il a dit, l'État fait son travail. Sur ce point, je ne peux pas dire le contraire. L'État fait son travail. Maintenant, allons regarder comment ça se passe à l'intérieur des fédérations. Là est peut-être la question. Mais s'il y a des plaintes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, lorsqu'on nous dit, par exemple, que sur la question des salaires,
ou de la subvention, des subventions accordées que en football, par exemple, les joueurs de Ligue 1 et les encadreurs de Ligue 1 et de Ligue 2 reçoivent des salaires. Vous dites que c'est parce qu'ils ont le football a une longueur d'avance sur les autres disciplines. Non, le projet, le football professionnel a une histoire. En 2010-2011, quand on réfléchit sur la question avec les acteurs concernés par le football, l'option forte que l'État décide de mettre en place, compte tenu de ce que le football a apporté, c'est de professionnaliser le football, de rendre ce football plus à même de répondre aux attentes des performances auxquelles le football nous a amenés. Et l'État décide, pour le démarrage, d'apporter une subvention de 500 millions chaque année pour prendre en compte la prise en charge salariale. C'était une demande des clubs, de la fédération, en disant qu'on n'a pas de moyens. Donc, ce projet était au départ pour une durée relativement courte. Et effectivement, on a vu qu'à la lumière des expériences continuantes, que le modèle n'est pas le bon modèle, puisque les clubs commencent à revendiquer cette subvention pour fonctionner. Alors que nous sommes dans la situation, c'est privé, un club. Ils doivent prendre en charge les salaires eux-mêmes. Donc, le modèle va certainement faire l'objet d'un questionnement. La fédération, qui donne aussi sa part à l'équipe professionnelle de football, pense que le football professionnel doit pouvoir s'organiser mieux pour générer des ressources, pour prendre en charge, pour que les clubs aient des retombées, comme ça se passe ailleurs, pour gérer leur fonctionnement. Donc, ce modèle questionne. Je crois que avec les crises encore à répétition qu'il y a au niveau de la Ligue et même de la fédération, il est clair que ce modèle est questionnable. Mais l'État fait sa part. L'État fait sa part parce que le parent pauvre, c'est le joueur. Les crises qu'il y a répétées, c'est le joueur. Voilà. Edith Virginie, vous vouliez ajouter quelque chose? Mais comme il le dit, cette histoire du professionnalisme au Cameroun a bel et bien une histoire. Je voudrais qu'on se resitue quand même dans la jeunesse de cette histoire qui nous a été quelque peu imposée par la FIFA et puis qui a été accompagnée par l'État camerounais. Mais maintenant, il y a un problème. C'était sur 3 ans. Au-delà de 3 ans, ce n'est plus bon. On est passé longtemps au-delà de 3 ans. Oui. Et pendant ce temps, il y a les autres fédérations qui regardent comment ça se passe et qui ont également besoin d'être structurées. Qui ont également besoin de passer à cette étape qu'on appelle le professionnalisme. Nous sortons d'une Coupe d'Afrique des Nations comme celle de handball. Il y a des pays comme l'Angola, il y a des pays comme le Congo où les joueurs sont professionnels. Et c'est peut-être à partir de là que nous perdons la dernière marche. Si nous avions été un tant soit peu plus professionnels comme les autres, peut-être que nous aurions eu le résultat escompté, c'est-à-dire nous qualifier pour la Coupe du Monde et en même temps remporter la Coupe d'Afrique des Nations, au moins pour la toute première fois. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, non seulement par rapport à ce football, qui doit repenser son modèle, mais aussi par rapport aux autres sports qui apportent des médailles au quotidien. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, que nous marquions notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour parler de football, justement, monsieur le secrétaire, monsieur l'inspecteur. Le secrétaire général de la CAF a effectué une visite au Cameroun cette semaine, une visite qui a définitivement mis un terme au ragot autour de l'organisation de la CAN 2021 par le Cameroun. Un événement que les Camerounais ordinaires préparent aussi. Comment on le verra dans ce focus? La population de Konsamba est très enthousiaste. Nous attendons vraiment cette CAN avec les bras ouverts. Et nous espérons que ça va se passer dans de très bonnes circonstances. J'aimerais d'abord voir Eric Maxime Choupo-Moting, mon capitaine courage. Et en même temps, je suis gardien de but. Donc j'aimerais voir Fabrice Ondoa au goal, parce que c'est mon préféré. Habituellement, il y a la commune de Konsamba Premier, par exemple, qui nous offre des écrans géants dans la ville. Et nous profitons, nous voyons, c'est le mouvement, c'est l'ambiance. Et nous sommes en joie. La meilleure manière pour un Camerounais de vivre la CAN, c'est de se préparer à accueillir les étrangers qui vont arriver chez nous, notamment en leur montrant et en leur donnant ce que nous avons de bon et de mieux chez nous. Parce qu'avant tout, ça va être un moment d'accueil, plus qu'un moment du football que nous allons vivre. Et vivre aussi la CAN, ce sera aussi un moyen de donner aux autres les valeurs de civisme, notamment pour préserver les infrastructures que nous avons qui sont flambant neuves et faire vraiment preuve d'hospitalité. Si vous aimez le tarot, vous le partagez avec tous les étrangers qui vont arriver. Si vous aimez le ndolé, vous le partagez avec les Sénégalais, les Ivoiriens qui vont arriver. Et, bref, c'est comme ça que moi, à mon niveau, je vais faire pour vivre cette fête-là. Nous qui sommes nés bien longtemps après 1972,
nous entendons juste nos parents, nos aînés, nous raconter les événements qui avaient eu lieu ici au Cameroun à cette époque-là. Et il paraît que c'était une très très grande fête. Et entre-temps, nous avons eu la chance de passer par la CAN féminine, de passer aussi par le CHAN dernièrement. On s'est rendu compte qu'il y a une certaine ferveur qui peut naître des suites d'une telle initiative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nonobstant tout ce qui s'est dit autour et tout ce qui s'est passé tout autour de cette organisation, nous attendons calmement et sereinement la CAN. Et connaissant mon pays, me connaissant moi-même, je crois que ça va aller dans le meilleur des sens. Et que la fête soit très belle. La fête soit très belle, elle le sera. Monsieur le chef du secrétariat technique à la direction du tournoi CAN 2021, on l'a dit, le secrétaire général de la CAF était dans nos murs la semaine dernière. La page de la polémique autour de l'organisation de la CAN par le Cameroun est donc définitivement tournée. Parlons de la suite des préparatifs maintenant. L'accord cadre n'a pas encore été signé. Cet accord sera signé quand et par qui? D'abord, il faut se féliciter de l'arrivée de M. le secrétaire général qui est venu renforcer les liens de partenariat entre le Cameroun, le COCAN et la CAF dans le cadre de l'organisation de la CAN à venir. Je pense que cette visite a été fructueuse. Des échanges ont permis de pousser dans l'événementiel et dans toute la partie qui concerne l'accueil et l'organisation matérielle de cette compétition. Je crois que les choses avancent dans le bon sens. M. le ministre des Sports l'a d'ailleurs dit, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas eu d'inquiétude. Il y a effectivement eu des fake news, des ragots, pour dire le moins, et nous sommes résolument engagés vers l'organisation de la CAN avec le concours de tous. C'est une affaire qui concerne tous les Camerounais, ce n'est pas uniquement le CAN, c'est l'affaire des Camerounais. Maintenant, alors, pour revenir spécifiquement à votre question sur l'accord cadre, il sera signé quand et par qui? Il a été convenu que, puisque le président de la Confédération africaine de football est annoncé au Cameroun dans les prochains jours, que ce soit lui le signataire de cet accord cadre, parce que le secrétaire général a indiqué qu'il est administratif. Il n'a pas un mandat électif, il ne peut pas engager la Confédération à ce niveau. Donc, cette date sera certainement arrêtée de commun accord dès que le président Motsepe, qui est en train de mettre en place une nouvelle CAF, des réformes sont en cours pour que justement l'événement que nous préparons, en commençant par le tirage au sort, soit vraiment une réussite, pour que l'Afrique soit fière de ce que nous pouvons donner en termes de rendu, en termes de compétition sportive internationale. Alors, Edith Virginie, on l'a dit, vous êtes journaliste, vous êtes affecté à CRTV Sport Entertainment, vous suivez cette actualité-là de près au quotidien. Alors, on avait quelques inquiétudes sur ce plateau la semaine dernière concernant Olembe, concernant Garoua, notamment en termes d'infrastructures d'accueil. Quels sont les échos que vous avez du terrain? Mais disons que globalement, on est rassuré que ça se passe, que les travaux avancent en ce qui concerne Olembe, qui sera opérationnel à temps, dit-on. Et maintenant, concrètement sur le terrain, la pelouse, elle est prête, les gradins, ils sont prêts. Techniquement, on peut organiser une rencontre de football sur ce terrain. Maintenant, il y a d'autres commodités qui doivent être prises en compte et qui ne sont pas encore achevées. C'est peut-être là la petite inquiétude, mais les délais que l'entreprise en charge de la construction du stade donne, on se dit, on sera prêt, on n'a pas d'inquiétude à propos. Maintenant, au niveau de Garoua, Garoua n'a pas un problème de stade. Garoua a plutôt un problème au niveau des structures d'accueil que sont les hôtels. On sait que le Ribadou, qui est l'hôtel le plus, comment je vais dire, le plus connu, le plus grand en termes de capacité d'accueil, est également en pleine réflexion, mais qu'on peut être satisfait du fait que lui et même le deuxième hôtel, la Benoué également, prête avec une soixantaine de chambres. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Maintenant, il y a d'autres petits hôtels qui ont été réquisitionnés pour la circonstance. Et les travaux d'aménagement sont en cours. Allons-nous être suffisamment prêts pour accueillir ces gens? Mais même jusque-là, je vais dire que dans les pays dans lesquels nous sommes partis, on n'a pas toujours été servi en termes de structure d'accueil. On fait des compétitions parfois pendant qu'on construit encore. Bon, ben, les gens y habitent, ils font tout ce qu'ils veulent, et puis la compétition se déroule. Donc l'inquiétude, pour moi, il faut la mettre de côté.
plutôt penser à faire plutôt une bonne CAN dans les prochains jours. Julie Nimbarka, en quelques secondes. Sur Garoua, je vous rassure, oui. L'hébergement est au top. Je dis bien au top. Vraiment, sur Garoua, il n'y a pas de problème. Il y a la Benoît, le Ribadou, il y a le Shalom, il y a le Saint-Hubert. Les équipes sont logées, la CAF est logée, il n'y a aucune inquiétude. 95-96%. Heureusement les qu'il y équipes a sont sur 4% place, qui ne sont les pas. équipes sont sur place pour un suivi bi-hebdomadaire. Sur l'événementiel? Sur l'événementiel, je crois que là aussi, il y a de bonnes nouvelles. Je crois que la semaine qui commence va certainement vous faire écouter ces bonnes nouvelles. Nous laissons la primeur au président du COCAN. En termes de visuel, ça a beaucoup bougé. Les équipes, les commissions techniques faites d'experts et de grands techniciens sont en train de travailler sur les éléments de réglage, d'ajustement pour l'organisation de la CAN. Ce sont des experts que le ministre a reconduits pour la plupart, qui vont certainement descendre sur le terrain dans les prochaines semaines pour justement affiner dans les sites de Garoua et de Bafoussam l'aspect qui concerne l'accueil, le ressources matériel en termes de transport, en termes d'hébergement. Tous ces éléments seront affinés sur le contrôle et la présence du président de COCAN pour que la CAN soit la plus belle possible. C'est bien noté, le baccalauréat 2021, nous en parlons sur ce plateau de scène de presse. Il s'est donc achevé sur une polémique relative à la nature des épreuves de géographie et de CM. Alors, approche par compétence ou pédagogie par objectif, de quoi s'agit-il exactement? Je précise, approche par compétence et pédagogie par objectif, de quoi s'agit-il? Laetitia Onana essaye de nous éclairer dans ce zooming. De la pédagogie par objectif à l'approche par compétence, le Cameroun est passé de l'une à l'autre de ces approches au fil des années. La première met l'accent sur la réflexion relative aux objectifs de formation de l'apprenant. L'approche par compétence, quant à elle, permet, selon les experts, à l'élève de mettre à profit les savoirs acquis et de les utiliser pour résoudre des situations, problèmes rencontrés dans la vraie vie, deux pratiques d'enseignement qui ne se rencontrent pas nécessairement. Des épreuves à problème, des épreuves de géographie et de CM à problème, approche par compétence, pédagogie par objectif. On en parle sur ce plateau de scène de presse avec le professeur Catherine Marie Aounja Nsata, qui est inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce. On en parle également avec M. Nkwa-Pierre Bernard, directeur des ressources financières et matérielles au ministère des enseignements secondaires, mais également membre du groupe de travail ministériel chargé de l'évaluation de la performance des examens officiels 2021. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de scène de presse. Et puis, M. Mbassi Ondoa Tobi Emmanuel, qui est président de la Fédération camerounaise des syndicats de l'éducation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Honorable François Biba, président de la commission, vice-président de la commission éducation, formation professionnelle et jeunesse et de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Mebinga. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Alors, Madame l'inspecteur, nous commençons par vous. Des épreuves de géographie et de CM de type pédagogie par objectif en lieu et place de l'approche par compétence à laquelle les élèves ont été préparés tout au long de l'année. Que s'est-il passé? Alors, merci Lucrèce de nous donner l'opportunité de clarifier un certain nombre de choses concernant les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. C'est évident, les élèves s'attendaient à l'approche par les compétences. C'est une évidence. Dans les salles d'examen, certaines épreuves étaient selon l'approche par objectif. Si je suis sur ce plateau ce soir, c'est d'abord pour rassurer les candidats aux différents examens. Les rassurer de ce que
il y a certes eu dysfonctionnement, mais qu'ils ne se disent pas qu'ils seront sacrifiés. Ils ne vont pas trinquer. Pas du tout. Je voudrais surtout apaiser la communauté éducative. Consoler surtout les enseignants et les inspecteurs pédagogiques qui, eux, ont fait leur travail et rien que leur travail. Ils ont déposé les épreuves à temps. Que s'est-il passé au niveau des chaînes, au niveau de l'un des maillons de la chaîne d'évaluation? Je pense que Madame le ministre a pris la pleine mesure du dysfonctionnement et que très bientôt, nous aurons le conseil des examens. D'ailleurs, que s'est-il passé, Madame l'inspecteur, vous avez parlé de dysfonctionnement, que s'est-il réellement passé? Que s'est-il passé où? Vous parlez d'un élément de la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de savoir. Oui, je sais que la communauté éducative veut m'entendre dire que le problème se trouve à tel ou tel niveau. Et au moment où je vous parle, je ne peux pas dire avec exactitude que le problème se trouve à tel ou tel niveau du maillon de la chaîne. Vous ne voulez pas dire que ça s'est passé à l'OBC, c'est cela? Non, ça ne s'est pas passé à l'OBC. Vous n'êtes pas sûr? Si j'affirme maintenant, parce que j'ai suivi des personnes de manière péremptoire affirmer que le problème se trouverait au niveau de l'inspection générale des enseignements. Je ne peux pas dire oui ou non, mais je sais qu'il y aura des investigations parce qu'il y a toujours une trace. Il y a toujours une trace, quel que soit le niveau, quel que soit... Le niveau de préparation? Ce n'est pas un problème de niveau de préparation. Les élèves ont été très bien préparés. C'est pour cela que j'ai dit à l'entame de mon propos que je venais d'abord consoler les enseignants qui ont fait leur travail dans les salles de classe, les inspecteurs qui ont proposé. Vous ne voulez pas nous dire ce qui s'est passé, Madame l'inspecteur? Peut-être que vous avez une réponse. Vous ne voulez pas. Nous donnerez cette non, réponse. non, je n'ai pas de réponse. Vous savez très bien que nous avons échangé avant l'émission, mais je ne veux pas révéler ce que nous nous sommes dit ici sur les antennes. Vous le direz si vous le souhaitez, mais si vous ne le dites pas, moi, je n'en parlerai pas. Alors, je voudrais poser la question à Monsieur le Président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, de l'éducation, Fédération camerounaise des syndicats de l'éducation, Monsieur Bassi. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez dire à la communauté éducative ce qui s'est passé? Non, je crois que à ce jour, en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut, comme Madame l'inspecteur a dit, qu'on mène des enquêtes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut chercher la faute, soit au niveau de celui qui a choisi le sujet, ou alors au niveau de ceux qui détiennent la banque des sujets. C'est-à-dire, en tout cas, il y a deux niveaux de responsabilité, actuellement. L'inspection générale des enseignements, globalement, et l'office du baccalauréat. Je crois que c'est à ce niveau qu'on trouvera certainement qui a commis la faute. Alors, honorable François Biba, vous avez écouté Madame l'inspecteur, vous avez écouté le président du syndicat. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction? Est-ce que vous avez reçu des explications? Nous, pas encore, mais vous, est-ce que vous avez le sentiment que dire qu'il y a un dysfonctionnement, ça suffit à comprendre ce qui s'est passé? Non, mais j'avoue tout de même que je me sens un peu apaisé. Je me sens un peu apaisé parce que, de façon officielle, les responsables du ministère des Enseignements reconnaissent quand même que la faute leur revient et qu'il y a eu faute, effectivement. Maintenant, il faut que des enquêtes soient menées pour qu'on sache exactement qui est le responsable de ce dysfonctionnement, s'il faut l'appeler ainsi, ou de cette erreur, ou de cette négligence. Mais peu importe, que ce soit une erreur ou négligence ou autre chose, une chose est sûre, il apparaît clairement qu'il y a une nette asymétrie entre les responsables pédagogiques, c'est-à-dire
ceux qui conçoivent les épreuves et les responsables des examens, c'est-à-dire ceux qui organisent effectivement les examens. Et à ce niveau-là, c'est une situation assez grave et à déplorer. Comment des épreuves qui ne répondent pas à l'approche pourtant qui depuis 7 ans a été choisie par le gouvernement, on peut passer entre les mailles de tous ces responsables et pédagogiques et des examens et être proposés aux enfants qui aujourd'hui sont des victimes expiatoires de cette affaire-là. Les enfants n'ont rien fait. Ils sont les boucs émissaires. Donc j'espère que comme les responsables du ministère, notamment Madame l'inspecteur général a commencé dans son propos tout à l'heure, tout sera fait pour que les enfants soient protégés. Alors, vous avez dit que vous ne comprenez pas comment ça a pu échapper à la vigilance de tous les maillons de cette chaîne. Et la question que moi je voudrais poser à M. Pierre, c'est celle de savoir comment est-ce que ça se passe de manière concrète, comment cette épreuve, même si elle a été tirée au sort, comment cette épreuve a pu se retrouver dans les salles de classe sans qu'il n'y ait un contrôle quelque part. Est-ce qu'on ne s'en est pas rendu compte? Après le tirage au sort, est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème avec cette épreuve-là? Bien, il faut déjà dire que le processus de gestion des épreuves est un processus très rigoureux. Et alors, pour s'assurer de la confidentialité et de la sécurité, en général, la première partie, qui est la partie d'élaboration, de production, de validation des épreuves, revient à la chaîne pédagogique. Alors, les épreuves sont donc dans la banque. Maintenant, il faut tirer l'épreuve et la mettre à la disposition du candidat. C'est comme si la banque des épreuves était là et le candidat était assis, on tire l'épreuve, on lui remet et il traite. Et alors, tous ceux qui sont chargés maintenant, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de distribution ne sont pas censés lire l'épreuve. Ne sont pas du tout censés lire l'épreuve. L'OBC n'est pas responsable du contenu de l'épreuve. Il ne se contente juste de tirer au sort. Celui qui convoie l'épreuve, le chef de centre qui reçoit, le surveillant même qui est en salle, n'est pas censé être de la discipline. Lorsque l'épreuve de mathématiques passe, il n'y a pas de surveillant qui soit de la discipline de mathématiques. Donc, mais maintenant, il peut arriver qu'une épreuve soit rappelée. Lorsque, par exemple, l'OBC peut-être apprend qu'une épreuve a été déchirée, et là, il y a un problème de sécurité. On peut rappeler l'épreuve. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé pour qu'on ait une autre épreuve? C'est pour ça que Mme Lige dit très bien que le déroulement est codifié, les interventions sont très, très précises, et on saura, l'année dernière, il a fallu juste de 2 semaines pour qu'on sache où s'est produit le dysfonctionnement. Mais lorsque l'épreuve descend pour que les candidats y répondent, personne ne doit lire. Et ce n'est qu'après, justement, qu'on découvre et qu'on va évaluer l'épreuve qui a effectivement été remise aux candidats. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un moment. J'espère que la régie va nous permettre de lire cette sortie du ministre des Enseignements secondaires dans les colonnes de Cameroun Tribune. C'était cette semaine, alors qu'elle était en tournée dans les centres d'examen. Madame le ministre, dans ses propos, semble dire que les candidats doivent être préparés à composer quel que soit l'approche, qu'il n'y a pas de problème, mais que les candidats doivent être préparés à affronter les épreuves, quelle que soit l'approche. Qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète, Madame l'inspecteur? Alors, Lucrèce, il faut se dire que nous avons eu un problème d'approche. Nous parlons de pédagogie par objectif et de pédagogie et d'approche par les compétences. Y a-t-il continuité ou alors une rupture? Vous et moi, nous avons été évalués selon l'approche par objectif. Aujourd'hui, et le député nous l'a rappelé, les enfants depuis 7 ans sont évalués selon l'approche par les compétences. L'approche par les compétences est une amélioration
de la pédagogie par objectif. Je veux dire que la pédagogie par objectif est une étape de la pédagogie, de l'approche par les compétences. Qu'est-ce qu'on évalue lorsqu'on parle de la pédagogie par objectif? On évalue les ressources. Qu'est-ce que nous appelons ressources? Ce sont les connaissances. Et lorsque nous voulons parler d'approche par les compétences, nous avons donc les connaissances. Déjà, on évaluait aussi les habiletés, c'est-à-dire les savoir-faire. Et il y a en plus les savoirs, la capacité à résoudre un problème de la vie. Dans l'approche par les compétences, il y a une partie qu'on appelle évaluation des ressources, mais qui est complétée par un exercice d'intégration qui appelle le candidat à mobiliser les ressources pour résoudre un problème réel, un problème de la vie. Alors, vous avez bien fait de nous établir cette différence-là entre les deux approches, la pédagogie par compétence, par objectif et l'approche par la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Mais la question que moi je vous pose, c'est celle de savoir maintenant au plateau, c'est que sur ce plateau, c'est de savoir ces enfants dont vous parlez. Vous avez dit ça fait 7 ans qu'on implémente cette approche. Tout à fait. Ces enfants, pendant 7 ans, ont été formés à l'approche par compétence. Cet enfant s'attendait à être évalué avec des épreuves conçues sous cette nature-là. Ces enfants, même ceux qui reprennent, par exemple, la classe de terminale, ont travaillé tout au long de l'année selon cette approche. Mais qu'on leur apporte pendant l'examen des épreuves conçues d'une autre manière, ou alors selon l'ancienne approche, il y a quand même problème, M. Mbassi. Oui, effectivement, il y a problème. Je voudrais d'abord dire que la réponse de Madame le ministre, je peux dire que c'est un peu du sophisme. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait là, c'est un débat entre les spécialistes des sciences et l'éducation. Mais là, nous avons affaire à un élève. L'élève ne sait pas s'il y a continuité ou rupture. Ce que l'élève sait, c'est qu'on m'a appris que désormais, voilà comment il faut traiter le sujet. L'élève ne sait pas s'il y a continuité. Ça, c'est nous, les spécialistes des sciences et l'éducation, qui savons qu'il y a une continuité. L'élève, lui, n'en sait rien. Donc, lui, il a un cas pratique. On m'a appris qu'une épreuve, voilà comment elle est séquencée, voilà comment je dois la traiter. Maintenant, subitement, vous lui apportez une épreuve de toute autre nature. Qu'est-ce qui se passe? Ça le déstabilise? Bien sûr. Bien entendu. Oui. Si c'était un étudiant de sciences et l'éducation, il aurait compris qu'il y a continuité. Mais l'élève ne sait pas, il n'est pas dans vos débats savants, là, il y a continuité, il y a rupture. Il ne sait rien de ça. Il sait qu'il y a une épreuve. Voilà comment on m'a dit de traiter une épreuve. Et subitement, il se trouve en face d'une épreuve qu'il n'a jamais rien vu. Parce qu'il faut dire que ceux qui sont en terminale, ils ont commencé avec ça en 6e. Donc, eux, ils n'ont pas fait l'approche par objectif au niveau des Ils n'en épreuves. savent rien. Ils n'en savent rien. Peut-être les redoublants, ceux qui ont eu le temps de reprendre la terminale et tout. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Kouapé? Vous apportez une précision? Oui, une précision, parce que, enfin, le ministre dit l'approche, c'est le moyen par lequel on fait acquérir à l'apprenant un savoir, une compétence. On a questionné l'épreuve de mathématiques, mais Lucrèce. Donner le domaine de définition d'une fonction, faire une dérivée, aller aux États-Unis, si vous avez le niveau mathématique de terminale, vous devez faire une dérivée. Alors, la méthode, le moyen par lequel l'enseignant fait acquérir des connaissances, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça. Voilà le problème de Madame le ministre. Hier, c'était l'approche par objectif. Aujourd'hui, c'est l'approche par compétence. Mais est-ce que ces enfants sont au niveau de terminale? Donc, il ne faut pas substituer, il ne faut pas prendre le moyen par lequel on fait acquérir une connaissance pour cette connaissance-là. S'il sait faire sa dérivée, son logarithme, tracer sa courbe, il pourra. Maintenant, nous sommes d'accord que
la méthode qu'on a utilisée pour lui faire acquérir ses connaissances, cette méthode-là a une importance. Et pour cela que Madame l'IGE a dit qu'il y a dysfonctionnement. Mais cela ne voudrait pas dire que ces enfants n'ont pas le niveau de terminale. Ce n'est pas ce que nous disons sur ce plateau. Nous disons que ces enfants ont été préparés à composer d'une certaine manière, à affronter les épreuves d'une certaine manière, et que dans le cas de ces épreuves-là, ça ne s'est pas passé comme ils s'y attendaient. Alors, je voudrais écouter l'honorable Biba sur cette position du ministre des Enseignements secondaires. Les enfants doivent, les candidats, les élèves de manière générale doivent être préparés à affronter les épreuves, quelle que soit l'approche. Non, je pense que ce n'est pas une très bonne stratégie de défense que prend le chef de ce département ministériel. Parce que, je vais prendre un exemple. Un candidat qui depuis 7 ans doit aller à un concours de danse. On lui dit, écoutez, le jour de la compétition, vous allez danser de la siko. Depuis 7 ans, il s'entraîne à la siko. Le jour de la compétition, on met le blues. Non, on a mis la siko. Non, on a mis le blues. Sauf que c'était les balafons. Il était habitué à danser la siko avec la chaîne. Et ce jour-là, plutôt, il a eu les balafons traditionnels. C'est de ça qu'il s'agit. Non, là, c'est plutôt le blues qu'on a mis le blues, carrément. C'est la siko. Les mathématiques, c'est les mathématiques. C'est la dérivée, c'est le domaine de définition, c'est les logarithmes. Le niveau de terminale, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le ministère, c'est un niveau qui prépare Monsieur Mbassi, je vois que vous vous impatientez. Vous voulez rapidement prendre la parole pour dire... Oui, je voudrais dire au directeur que je ne suis pas très bon en mathématiques, mais je veux prendre le domaine qui est le mien. Tel que l'épreuve est structurée en philosophie, vous amenez un commentaire philosophique tel qu'on le faisait il y a une année, l'élève ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Expliquez-nous de manière claire. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, on avait une méthodologie très longue. Là. Il y a une introduction, il y a la problématique, il y a beaucoup d'étapes, n'est-ce pas, qu'il faut parcourir. Maintenant, je dois dire qu'on aide beaucoup les élèves. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions. En philosophie. Auxquelles ils doivent répondre à travers ce texte-là. Vous voyez donc que c'est tout un autre cheminement. Là, on a habitué l'élève, n'est-ce pas, à se faire un peu aider, c'est-à-dire qu'on l'oriente. Voilà. Mais là, avec les autres sujets, tu étais abandonné à toi-même et au texte. Donc, il fallait commenter le texte comme ça. Là. Mais maintenant, là, vous n'êtes pas obligé de parcourir toutes les étapes, n'est-ce pas, qu'on parcourait. Là, dans le commentaire de texte philosophique, vous ne parcourez plus toutes ces étapes. En clair, il faut respecter l'approche qu'on a choisie. Si on dit approche par compétence, que ce soit l'approche par compétence. Si on dit pédagogie par objectif, que ce soit la pédagogie par objectif. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est clair. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de scène de presse. Oui, je reviens à vous dans quelques instants. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de scène de presse pour reparcourir les journaux. Qu'est-ce que nos confrères de la presse écrite ont écrit sur ce sujet-là cette semaine. C'est une revue de presse que signe Franck Evina. À tout de suite. Des remous autour du baccalauréat général, session 2021. Le Jour affirme que les candidats ont découvert avec étonnement certaines épreuves. Dans mutation, ces matières à polémique. Mathématiques, géographie, éducation à la citoyenneté, 3 matières qui auraient été élaborées sur la base d'une approche pédagogique qui n'est plus en vigueur. Pour la nouvelle expression, ces dysfonctionnements ayant émaillé le déroulement du baccalauréat général session 2021 pourraient être à l'origine de plusieurs échecs. Des épreuves qui dérangent d'après Cameroun Tribune, selon le quotidien bilingue national, après l'examen, des candidats et même des enseignants se sont plaints de la forme inattendue de certaines évaluations. Cameroun Tribune précise par ailleurs que le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalo-Valionga, n'y voit aucun problème, mais promet d'examiner la question avec les responsables concernés. La revue de presse était sur la scène. Alors, le ministre des Enseignements secondaires promet d'évaluer la situation avec les responsables concernés et ça nous amène à poser cette question
à Madame l'inspecteur. Que va-t-il se passer? Vous nous avez dit à l'entame de votre propos que les élèves ne seront pas, les candidats autant pour moi, ne seront pas sanctionnés négativement pour une faute d'ailleurs qu'ils n'ont pas commise. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer, Lucrèce? C'est que très bientôt, nous aurons un conseil extraordinaire des examens qui va se tenir. Et c'est pour cela que moi, je le dis, il faut rassurer les candidats. Il faut rassurer les candidats de ce qu'ils ne seront aucunement pénalisés. Peut-être les auditeurs, les téléspectateurs voudraient entendre ici que peut-être on va reprendre les sujets, peut-être qu'on va... Ce n'est pas sur ce plateau qu'on va le déclarer. Il y aura une enquête. Les examens sont en cours. Je voudrais que la communauté éducative soit apaisée, qu'on n'aille pas dans tous les sens et qu'on laisse les spécialistes de l'évaluation trancher sur cette affaire. On ne va pas pénaliser les élèves. C'est ce que dit Madame le ministre jusque-là. Que les élèves ne seront pas pénalisés. Ils s'attendaient à l'approche par les compétences. Ils ont eu la pédagogie par objectif. Ils s'attendaient à l'approche par compétence, mais ils ont eu la pédagogie par objectif. On ne va pas les abandonner à eux-mêmes. Le conseil des examens va donc siéger, un conseil d'ailleurs extraordinaire. Vous comprenez que Madame la ministre a pris la pleine mesure de la gravité parce que certains pensent que le problème a été minimisé. Que non. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu problème. Il y a eu problème. Maintenant, il n'y a pas de problème sans solution. C'est ce que je voudrais que les uns et les autres comprennent. Et elle va également établir les responsabilités. Si c'est ma tête qu'il faut absolument couper, cette tête sera coupée. Si cela peut apaiser la communauté éducative, nous ne vous le souhaitons pas sur ce plateau, Madame l'inspecteur. J'ai l'impression que vous voulez absolument qu'on dise que c'est elle. Mais pas ce n'est tout. pas le moment. Nous ne sommes pas les juges, nous sommes là pour essayer d'éclairer l'opinion, nous sommes là pour essayer d'éclairer les téléspectateurs. C'est simplement ça notre rôle. Nous ne sommes pas là pour couper les têtes et nous ne souhaitons pas que votre tête soit coupée, Madame l'inspecteur. Alors, Monsieur le député honorable François Biba, vous qui êtes donc vice-président de la commission éducation, formation professionnelle et jeunesse à l'Assemblée nationale, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pourriez proposer, même si vous ne faites pas partie de cette commission. Mais vous déjà, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, je suis assez apaisé à l'écoute des propos de Madame l'inspecteur générale, quand même, qui reconnaît que tout cet imbroglio-là est dû aux errements du ministère des enseignements secondaires et que le ministère maintenant a pris... Elle n'a pas parlé d'errements, elle a parlé de dysfonctionnement. De dysfonctionnement, d'errements, tout ce que vous voulez. Et que maintenant le ministère a pris la pleine mesure des choses et que un conseil des examens va siéger et que des enquêtes vont être menées et surtout qu'à la fin, les enfants ne seront pas les victimes de cette affaire-là. Voilà notre grande satisfaction. Maintenant, en termes de propositions, moi j'étais en train de... Peut-être que j'anticipe parce que Madame l'IGE, elle est une experte de la pédagogie et voire même des examens. Elle sait comment ils vont gérer en interne. Mais moi, en tant qu'élu du peuple, ma proposition, c'est que carrément qu'on reprogramme les disciplines. Les épreuves querellées, qu'on les reprogramme, par exemple. On va revenir sur cette question-là dans quelques instants. Okay. Monsieur Nkwa va répondre, mais je voudrais d'abord que Monsieur Mbassi nous dise ce que lui, il propose. Vous êtes avec les enseignants tous les jours, vous avez leur ressenti depuis que ce problème-là est survenu. Qu'est-ce que les enseignants proposent? Est-ce que pour eux, l'idéal serait, par exemple, de réduire le coefficient? Non. Qu'est-ce qu'ils proposent donc? C'est qu'on reprogramme
ces épreuves-là. Voilà ce que les enseignants souhaitent. Mais moi, personnellement, je voudrais dire que ce dysfonctionnement doit être l'occasion de réinterroger, n'est-ce pas, toute la démarche des examens. Parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'il faut questionner. Et beaucoup de choses qui font que ce qui est arrivé là arrive. Parce que comment se fait-il qu'une épreuve d'une approche qu'on a dépassée arrive là? Ouais. Il faut questionner toute cette démarche-là. Si on se contente simplement de reprendre l'épreuve, par exemple, ou bien on dit, bon, on réduit le coefficient, je vous dis, on aura raté l'occasion. Il faut revoir tout le processus des examens. Alors, c'est très important. Alors, je rappelle à votre suite, et Madame l'inspecteur me dira si je me trompe, au niveau de la banque des épreuves, ces épreuves sont renouvelées tous les 3 ans, c'est bien cela? Parler de renouvellement des épreuves, je vous ai dit tantôt que ces élèves ont été évalués au BEPC, selon l'approche par les compétences. Au probatoire l'année dernière, selon l'approche par les compétences. Même si le sujet avait une seule année dans la banque, il devait être évacué. Donc, même si un seul sujet, PPO, se retrouvait dans la banque, il devait être évacué. Et je voudrais dire ici, et c'est pour cela que j'ai dit que je consolais et les enseignants et les inspecteurs pédagogiques, parce que les inspecteurs pédagogiques ont fait un travail énorme. Vous l'avez déjà dit, Madame l'inspecteur. Oui, je dois le dire. Vous les avez déjà consolés. Oui, et ils ont fait un travail énorme. Et je les appelle, je voudrais leur demander de rester professionnels. Parce que ça, j'appelle vraiment le bon sens de tous les maillons de la chaîne pédagogique à aller corriger cet examen. Dites vous avez des craintes là-dessus? Pardon? Vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des craintes? Non. Parce que tel que les enseignants suivent les plateaux de télévision, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ils peuvent être inquiets. Et je dis que les inspecteurs ont produit suffisamment de sujets. Ces sujets ont été déposés, excusez-moi que je le dise, ces sujets ont été déposés à la banque de l'OBC suffisamment à temps. Donc au mois de février, ces sujets étaient déjà déposés. Et j'ai pris sur moi, en tant que responsable de ce maillon, de vérifier le 23 mars 2021 que toutes les épreuves, avec un pointage, que toutes les épreuves étaient à la banque et que ces épreuves étaient APC. Donc, votre tête ne sera pas coupée. Cela, on peut vous le garantir. Alors, monsieur Mkwa, vous êtes directeur des ressources financières et matérielles au ministère des Enseignements secondaires. Monsieur Mbassia proposait tout à l'heure, enfin, il s'est fait le porte-voix des enseignants qui proposent, par exemple, que les épreuves soient reprogrammées. Dites-nous, connaissant l'environnement qui est le nôtre, connaissant le contexte actuel, est-ce que c'est possible? Est-ce que cette mobilisation matérielle, humaine et financière est envisageable? Oui, je voudrais rappeler que le processus de gestion d'une session des examens officiels est normalisé et très rigoureux. Peut-être que nous ne comprenons pas très bien ce que Mme Ligier dit. Tout à l'heure, j'ai dit que lorsque l'épreuve descendait, lorsque l'épreuve descend pour le candidat, personne n'a le droit de regarder. Maintenant, la phase post-examen a commencé. Monsieur le président du syndicat est libre de faire son rapport. L'enseignant, le surveillant fait son rapport. Et lorsque tous ces rapports, le député y compris, remontent, Madame le ministre, qui est toujours en train de gérer de manière correcte cet examen, convoque le conseil des examens. Si maintenant il est jugé que ces épreuves n'évaluent pas le niveau de terminale, et alors on reprend. En ce qui concerne on a les moyens pour le faire. Tous les moyens sont là. L'éducation est encore une priorité pour le Cameroun. Si
cela est justement jugé correct par les experts. Justement, et c'est la question que nous avons posée aux journalistes. Faut-il reprendre les épreuves de baccalauréat? Réponse dans Édito. Lorsqu'on est en terminale et qu'on a fait philosophie, on doit pouvoir s'adapter à toutes sortes d'épreuves. Maintenant, on est d'accord que lorsque l'épreuve n'a pas été enseignée, l'autorité organisatrice des événements a une marge de manœuvre pour adapter la correction à la conjoncture ou à défaut réorganiser une autre session. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu, un système de délibération qui tiendrait donc compte de ce petit hic-là qui a de manière claire handicapé un bon nombre d'élèves. Reprendre les épreuves, vous imaginez, ça entraînerait beaucoup de charges supplémentaires. Ça pourrait même perturber les élèves. Conscient justement de la difficulté d'organisation qu'il y a dans ce domaine, à mon avis, je pense qu'à défaut de la reprendre, on pourrait simplement l'annuler et tenir compte des autres matières pour lesquelles les enfants, les élèves ont composé. Mais cela dit, il serait injuste que dans le décompte final des notes, qu'on tienne compte du travail qui a été fait sur la base d'une méprise, quoi. Retour sur ce plateau de scène de presse. Madame l'inspecteur générale, vous avez suivi les journalistes. Vous êtes d'avis avec eux? Vous pensez qu'ils sont allés très vite en besogne? Ils ont fait une série de propositions. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont allés très vite en besogne. Nous sommes à l'écoute de la nation, comme la CRTV qui est au cœur de la nation. Nous sommes donc à l'écoute et ce sont toutes ces remarques, ces suggestions qui seront prises en compte lors du conseil des examens. Il y a les avis d'experts, mais nous sommes également attentifs à l'opinion publique. Nous parlons aujourd'hui de la communauté éducative, ne l'oublions pas. Le parent n'est pas en reste. Le député de la nation, je suis très heureuse de partager ce plateau avec un député. Ceci prouve que l'éducation de nos enfants intéresse encore le Cameroun au plus haut niveau. Merci, monsieur le député, d'avoir pris votre temps pour venir parler de l'éducation de nos enfants. C'est pour ça que j'ai été élu, madame. Tout à fait. Et nous allons donc tenir compte également de vos remarques et suggestions. Merci, madame l'inspecteur. Je promets aux téléspectateurs que nous allons revenir sur ce sujet parce que nous devons dire aux Camerounais finalement quelle est l'approche qui est valable, qui est valide. Vous dites que c'est l'approche par compétence. On se retrouve avec des épreuves composées selon la pédagogie par objectif. Donc, on va reparler de ce sujet-là, je le promets, avant la prochaine rentrée scolaire pour qu'on soit définitivement fixé c'est quoi ces différentes approches et finalement, qu'est-ce que le Cameroun retient comme approche. J'espère que vous serez des nôtres. En attendant, nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir au panel, aux téléspectateurs également. On va commencer cette revue des unes de lundi avec le quotidien qui a la grande actualité de ce 21 juin. Action du chef de l'État, Paul Biya, en faveur de l'habitat, reconnaissance à l'international. Ils sont 43 pays à répondre présents à la 40e Assemblée générale de Shelter Afrique. Les travaux débutent ce lundi 21 juin donc à Yaoundé. Enjeu à lire dans le journal Le Quotidien. Mutation avec une nouvelle triste. Johnson Mabia Modika, enlevé puis décapité. Le délégué du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans le département du Ndiane, c'est dans la région du Nord-Ouest, a été tué par ses ravisseurs. Les autres délégués départementaux kidnappés toujours introuvables.
The Guardian posts daily about the same subject. Ndian, widespread condemnation as kidnapped, divisional delegate slaughtered, calls multiply for immediate release of 5 others still in captivity. Plus, championing development in Limbe 2, aka New Limbe, Mayor Ndive Woka achieving big realizes multiple projects over a year in office. Défi actuel, infrastructure routière, 106 milliards pour la construction de la Ring Road. L'accord de crédit signé le 18 juin entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le représentant de la Banque africaine de développement, la BAD, permet la construction de cet axe routier de 280 kilomètres qui traverse 5 des 7 départements de la région du Nord-Ouest pour relier le Cameroun au Nigeria. Camer Presse filière riz, le spectre d'une pénurie du fait de la pandémie du Covid-19. Les importateurs révèlent que le stock actuel nécessite les importations afin d'éviter une crise. Jackie Kemle, le secrétaire général du groupement des importateurs de riz, pointe également du doigt la rigidité fiscale, les importateurs véreux qui réexportent le riz destiné aux Camerounais, ainsi que la crise des devises dans les institutions bancaires. Éco Matin, toujours à propos de consommation, les consommateurs de pétrole spoliés à la pompe, selon le Code général des impôts, certains produits de première nécessité, notamment le pétrole lampant, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. La disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2021 n'est toujours pas répercutée sur le prix appliqué aux consommateurs dans les stations-service. Les détails dans l'enquête d'Éco Matin à lire ce lundi. Latest news, Empower of Women and Girls Refugees, UN Women and UNHCR give refugee women a second chance. It is within the framework of a joint project entitled Socio-Economic Fight Against COVID-19, Second Chance Education that the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women and the United Nations High Commissioner for Refugees on Friday, June 18, 2021, signed a memorandum. Cameroun Tribune, passeport, les nouvelles conditions, les modalités de délivrance de ces documents de voyage définis par le décret présidentiel de jeudi dernier ont été modifiés. Ce changement qui introduit notamment l'enregistrement en ligne vise à réduire les tracasseries des usagers à leur plus simple expression et à renforcer la sécurisation du circuit. L'économie report marché des titres publics, ce que les pays de la CEMAC ont mobilisé en 2020. Les chiffres sont contenus dans un rapport de la Banque des États de l'Afrique centrale. À lire également barrage Nartigal, l'état d'avancement des travaux, décentralisation, la réforme sur la fiscalité locale à transmettre au Premier ministre, chef du gouvernement, en fin août 2021. Repère, doit la 5e, le gouvernement embourbé dans une filouterie foncière de 2500 hectares, forces de défense et de sécurité, 1008 sous-officiers parés pour le combat. Puis à lire aussi dans les colonnes du tri hebdomadaire, Repère, commission de la CEMAC, 3 directeurs sur le grill. Intégration, enfin, le tour de Laurent Gbagbo. L'Afrique centrale se prononce, les analyses à lire dans le journal de Thierry Ndon, UPF Cameroun, la feuille de route de Evelyne Owonae-Somba, la nouvelle présidente de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, élue donc ce week-end, mutation, éco-fiscalité de réduction des gaz à effet de serre, à lire donc dans le journal Intégration ce lundi, une revue plutôt riche comme on l'aime. Merci Daniel Menanga, c'est donc une revue riche. Rendez-vous lundi dans les kiosques. Exactement. Madame, messieurs, merci d'être venus. C'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.